Bonjour à tous. Merci aux organisateurs qui m'ont confié cette tâche difficile de parler du vécu et des attentes des professionnels. Pour cette présentation, j'ai essayé de faire une synthèse entre les données du livre blanc, de l'étude qualitative et de l'étude quantitative, et je vais vous présenter les résultats schématiquement, en commençant par qui sont les 251 professionnels qui ont participé à cette étude. Globalement, tous les corps de métier qui travaillent dans les unités dédiées sont représentés. 63% d'entre eux sont des soignants, infirmières et aides-soignantes qui sont directement et quotidiennement en contact avec les patients. 15% sont des médecins. 90% du personnel y travaille depuis plus de 3 ans. 79% ont choisi de travailler dans les unités dédiées. Et dans toutes les données, le volontariat semble essentiel. Ces quelques chiffres parlent d'eux-mêmes. Il est possible de vivre dans ces unités. Que sont les unités dédiées ? Ce ne sont pas 110, mais 88, et désolé de l'erreur, unités dédiées qui ont répondu à l'enquête. 84% d'entre elles sont installées dans le secteur public ou privé non lucratif. 93% sont adossés à un SSR. 82% sont séparés du SSR, donc repérables. 62% disposent d'une équipe dédiée. Le nombre moyen de patients par unité est de 10, mais avec d'importants écarts. Ces quelques éléments mettent en évidence une grande diversité de fonctionnement des unités dédiées. Si les moyens globaux, les équipements, les locaux, les soins proposés et le personnel médical sont correctement perçus, autour de 4 sur 6, il n'en est pas de même pour les rééducations et les activités. Satisfaction inférieure à 3 sur 6. L'aménagement des unités dédiées est globalement adapté au handicap. Satisfaction supérieure à 3 sur 4. La personnalisation de la chambre est quasiment constante. Elle est laissée à l'initiative des familles. La chambre devient ainsi un lieu de continuité d'être pour la personne accueillie. Une salle des familles est le plus souvent prévue, mais elle est en général peu investie. C'est souvent le couloir qui sert de lieu de rencontre et d'échanges informels. L'état de vie singulier des personnes en état de conscience altéré, état végétatif chronique ou état post-relationnel, qui ne peuvent rien faire par elles-mêmes, constitue la trame de tous les discours des professionnels. Il y a davantage de personnes en état post-relationnel qu'en état végétatif, et dans les entretiens, certains professionnels doutent même de la réalité de l'état végétatif chronique, dans la mesure où quasiment tous les patients ont des manifestations de présence, certes parfois minimes. 74% des patients sont alimentés par gastrostomie, 34% sont trachéotomisés. La dépendance à l'autre les met dans un état d'extrême vulnérabilité, cela a déjà été dit, et le manque de communication est générateur de doutes quant aux pratiques. Ainsi, les professionnels sont particulièrement sensibles au risque de maltraitance, à la crainte de faire mal et de mal faire. Ce risque génère chez eux un sentiment de responsabilité. Ils ont aussi conscience des risques d'isolement et d'abandon. L'altération de la conscience est à l'origine de nombreuses interrogations. Quel est leur niveau de conscience réel ? Que ressentent-elles ? Que comprennent-elles ?
Pour faire face à ces doutes et préserver une relation humaine, ils font le pari d'une présence subjective de ces personnes. Mais il leur faut accepter l'incertitude. L'absence de communication verbale est sûrement l'élément le plus troublant pour les professionnels. La vie des personnes se poursuit avec des modalités d'expression différentes. Il s'agit d'un état à part, d'un entre-deux. Il y a comme une forme de présence-absence, présence du corps, absence de communication, qui échappe à notre connaissance et qui est source de beaucoup de questionnements. Mais est-ce vraiment une communication sans retour? En fait, la relation s'établit dans le non-verbal et l'émotionnel. Et dans cette sémiologie si particulière, le corps prend une importance fondamentale. Le corps est considéré dans ses différentes composantes. Le corps somatique, qui sera l'objet d'attention, en particulier à tous les aspects physiologiques. Le corps esthétique. Les professionnels sont sensibles à l'image altérée que peuvent renvoyer les patients du fait des déformations par rétraction des membres, d'un amaigrissement, de modification du visage. Et enfin, le corps relationnel, qui reste pour ces personnes le seul médiateur présent. Les professionnels sont très attachés à une prise en charge globale, en tenant compte de tous les critères médicaux, familiaux et sociaux, et à un travail en équipe pluridisciplinaire pour, disent-ils, se nourrir des réflexions des autres et pouvoir, si besoin, passer le relais. Ils ont développé un indéniable savoir-faire. Et cette forme de prise en charge est aussi source de motivation pour travailler dans l'unité. Le projet de soins est sûrement l'élément le mieux développé dans toutes les unités. Il est le plus souvent défini par l'équipe médicale seule, dans 68% des cas. Parfois, les familles et les patients y sont associés. Un emploi du temps personnalisé n'est disponible que dans 46% des cas. Il est connu des familles et a été discuté avec elles selon les professionnels. Par contre, les familles disent ne pas le connaître. Il s'agit d'un point de discordance entre famille et professionnels. Les professionnels ont conscience que la qualité des soins, et en particulier le nursing et l'installation, constituent le prérequis indispensable et le socle de la dignité de la personne. Elle est leur première préoccupation et elle leur permet de valoriser les patients. Les soins de base sont bien mis en œuvre. Si la fréquence des toilettes, de l'habillage et des levées au fauteuil roulant sont au moins pluri-hebdomadaires, les douches et les soins esthétiques sont nettement moins fréquents, environ une fois par semaine. Les soins de rééducation sont soulignés comme indispensables. Si les séances de kinésithérapie ont lieu entre une et plusieurs fois par semaine, avec kiné respiratoire, mobilisation en chambre ou en salle, travail en transdisciplinarité, les séances de verticalisation apparaissent très rares, moins d'une fois par semaine. Il en est de même pour l'ergothérapie, qui joue pourtant un grand rôle pour les adaptations de confort, les attelles, la préparation de sortie au domicile, les stimulations sensorielles, la communication, l'orthophonie et la psychomotricité, de même que les séances avec un psychologue sont presque inexistantes. Les professionnels développent des capacités inédites de relation avec les personnes. Ils se font aussi un peu porte-parole du patient. Cette communication passe par l'observation du corps, Florian nous l'a bien dit. Et l'enjeu est de mettre du sens sur les signes observés. L'interprétation, avec ses risques, soit de trop interpréter, ou au contraire de ne pas donner de sens à ce qui est observé, à valeur humanisante. Les réactions sont différentes selon les personnes, et les confrontations en équipe
s'avère fructueuse dans ce domaine et aussi pour prendre de la distance. Pour l'expression des patients, il est intéressant de noter que les différents items sont classés dans le même ordre par les professionnels en rouge et par les familles en bleu, ce qui sous-entend une perception similaire. Une réaction à la présence est la première expression des patients. Puis viennent les manifestations de mal-être, de bien-être et une expression des émotions. Les professionnels, grâce à de multiples anecdotes, font part de leur étonnement constant devant les possibilités de communication affective et émotionnelle des patients. C'est un des meilleurs remparts contre tout risque de déshumanisation. Par contre, l'expression par les patients de leurs préférences et de leurs goûts sont plus rarement perçues. Selon les professionnels, les personnes, surtout en étape aussi relationnelle, sont en constante évolution. Ils guettent les signes infimes de leur présence et de leur progression. Dans la manière de communiquer avec les patients, les familles et les professionnels classent également les items dans le même ordre. Les professionnels communiquent avec les patients en leur parlant. Ils expliquent ce qu'ils font et pourquoi, les resituent dans le temps et dans l'espace. Parfois, et selon sa personnalité, le professionnel peut aussi parler de lui aux patients. Ils communiquent aussi en les touchant, en se mettant physiquement à leur hauteur, en essayant d'imaginer ce qu'ils ressentent, et par l'humour. L'humour est d'ailleurs plus employé par les soignants, en particulier les infirmières et les aides-soignantes, que par les familles. Ils communiquent enfin en proposant des activités liées au goût des patients et parfois avec un code de communication. La présence des familles dans l'unité est reconnue par les professionnels comme essentielle, mais elle nécessite un travail et une attention spécifique. Les familles sont indispensables pour connaître le patient, pour renseigner sur son histoire, sa personnalité et ses goûts, donc pour assurer une continuité d'existence entre l'avant et l'après-accident. Les relations avec les familles sont vécues le plus souvent par les professionnels de façon positive et sont basées sur la confiance et l'échange. Ces échanges ont lieu dans les deux sens sur ce qui a été vu et constaté. Elles sont un partenaire dans la prise en charge du patient. Il arrive même que les proches considèrent l'unité comme une seconde famille pour le patient. Mais les familles représentent aussi une charge de travail supplémentaire. C'est un travail qualifié de pas évident, bien qu'important et très chronophage. Il consiste en une écoute de leurs demandes, de leurs observations et à les accompagner dans la compréhension de la nouvelle situation de leurs proches. Malgré la bonne qualité d'ensemble des relations avec les familles, les professionnels soulignent la fragilité de ces liens et les relations peuvent aussi être conflictuelles. Sur ce point, le résultat de l'analyse quantitative montre des différences de perception importantes entre familles et professionnels. Dans seulement 13% des cas, il n'y a jamais de conflit selon les professionnels, tandis que les familles évaluent à 58%, plus de la moitié, l'absence de conflit. Les professionnels relatent à l'origine des conflits, et Corinne nous l'a bien dit, les écarts entre les attentes des familles et les capacités de réponse des équipes. Et certains disent, on essaie de faire au mieux, mais avec certains, ça ne va jamais. Le manque de confiance. Ils prennent de plein fouet la souffrance des familles qui réagissent par de l'hostilité ou de l'agressivité à leur égard. Enfin, et ça a été dit également, la connaissance des patients que les soignants ont acquise au fil des jours peut être source de conflits avec certaines familles
qui le vivent comme une dépossession. Si des rencontres formelles sont programmées à l'initiative des professionnels et ou des familles autour des réflexions sur la prise en charge et leurs objectifs, leur rythme est très variable, mais au moins une fois par an. Là encore, grande diversité de fonctionnement selon les unités. Il y a aussi des rencontres informelles organisées, parfois plusieurs fois par an, à l'initiative des professionnels, comme des goûters à l'occasion d'anniversaires, de fêtes annuelles ou autres événements. La participation des familles aux soins est plus rare, en dehors d'une éducation spécifique qui sera faite en cas de sortie au domicile. La notion de projet de vie, issue du secteur médico-social, n'est pas évidente en sanitaire, mais les professionnels font toutefois preuve d'initiative dans ce domaine. Le confort et le bien-être du patient en sont la base, et la connaissance de la personnalité du patient le point de départ. Le projet de vie s'appuie sur les capacités actuelles des patients qui sont sollicités, voire développés, et il favorise la socialisation et l'ouverture à l'extérieur de l'unité. Mais en dehors des soins, les patients sont beaucoup dans leur chambre, seuls ou avec des visites. Ils regardent la télé ou écoutent de la musique à fréquence supérieure à 4/6. Il y a des promenades à l'extérieur, parfois avec le personnel, mais le plus souvent grâce aux familles. Des stimulations sensorielles sont réalisées et selon les unités, mais rarement, des activités diverses et variées dans le but de favoriser l'éveil et la relation. Mais il y a malheureusement un décalage important entre ce qui est souhaité et ce qui peut réellement être réalisé dans la pratique. La majorité des professionnels envisagent l'unité dédiée comme le lieu de vie qui va s'inscrire dans la durée. Mais des perspectives d'orientation au domicile, en masse, en femmes ou autres, n'ont absolument pas de caractère systématique et dépendent des situations. La conduite à tenir en cas d'aggravation est abordée avec les familles, le plus souvent dès l'entrée du patient dans l'unité ou quand l'évolution le justifie. Cette réflexion est en général inscrite dans le dossier. Mais les choses ne sont jamais figées et la question est reposée en cas d'aggravation réelle. Pour les professionnels, il n'y a pas de réponse univoque sur les conduites à tenir en cas d'aggravation, mettant en jeu le pronostic vital. Jamais les professionnels ne qualifient les patients comme des personnes en fin de vie. Maintenir le statut de personne est pour eux un impératif éthique. Les professionnels sont soucieux de garantir leur dignité et d'avoir à leur égard une attitude humaine et respectueuse. Il est important de souligner combien les professionnels sont sensibles au regard porté par les autres sur les personnes en état de conscience altérée. Il peut même être source de souffrance pour elles. Le travail à une unité dédiée vu comme dévalorisant par les collègues, la perception de la société en général qui parle de légumes, le rejet ou le retrait que provoquent les patients dans les espaces communs par peur ou méconnaissance. En résumé, le regard négatif porté sur les patients rejaillit sur la valeur supposée discréditée du travail des professionnels dans les unités. Cependant, les scores relatifs à l'impact psychologique n'atteignent pas des niveaux qui conduisent à mettre les professionnels en souffrance, même s'ils rapportent que travailler dans ce type d'unité ne laisse jamais indifférent sur le plan émotionnel. Les items les plus hauts, à gauche, concernent leur façon de voir les choses avec une plus grande conscience de leur vulnérabilité et des dangers de la vie quotidienne.
C'est auprès de ses collègues que le professionnel trouve le meilleur soutien pour lui-même et pour le soutien apporté aux familles. Exercer auprès des personnes un état végétatif chronique ou aussi relationnel a aussi des aspects positifs. Il est source de nouvelles connaissances, d'acquisition de savoir-faire et de modification des valeurs personnelles, coté à plus de 4 sur 6. Beaucoup de professionnels soulignent ce que leur travail leur a apporté au plan personnel et en particulier quant à une réflexion éthique sur le sens de leur travail. Quelles sont les attentes des professionnels? Les professionnels sont demandeurs de formation complémentaire et de partage en équipe et en réseau, et ce tout au long de leur vie professionnelle. Ils sont demandeurs de formation sur les techniques plus spécifiques de soins et sur tout ce qui concerne le projet de vie. Enfin, par rapport à l'organisation de l'unité, ils attendent un personnel suffisant pour en assurer le bon fonctionnement. Pour conclure, cette étude démontre l'importance et le bien fondé des unités dédiées. Les professionnels qui y travaillent ont développé un véritable savoir-faire spécifique. Et contrairement aux idées reçues, ils ne sont pas en réelle souffrance psychologique. La communication est très riche au sein des équipes et ces échanges en équipe se révèlent être la meilleure prévention du risque d'interprétation, soit par excès, soit par défaut. Les professionnels sont investis dans leur travail et les patients sont pour eux des personnes dans un état de vie inhabituel. Leur prise en charge n'est jamais remise en cause ni questionnée. Les patients, selon les professionnels, communiquent dans un registre affectif et émotionnel. Mais les professionnels regrettent de manquer de moyens pour développer un projet de vie satisfaisant et ils attendent un réel investissement de leur encadrement et de la direction qui est, selon eux, le meilleur garant d'un bon fonctionnement de l'unité dédiée. Je vous remercie de votre attention.